Bonjour à tous, bienvenue pour cette session de fin de journée du samedi des rencontres d'Aix-sur-Seine. Je suis Dominique Seux, journaliste économique, et nous allons évoquer la question suivante, le sujet suivant, la recherche, questions, enjeux géostratégiques. Pour en discuter, je les présenterai plus longuement tout à l'heure au fur et à mesure de leur prise de parole, mais Étienne Klein, qui est scientifique, qui est vulgarisateur, mais d'abord scientifique. Bonjour. Bonjour. Une économiste universitaire américaine, spécialiste de la recherche, Paula Stephan, que l'on va voir apparaître à l'écran, je le suppose. Bonjour à vous, vous êtes aux États-Unis. Une macroéconomiste italo-suisse, Béatrice Veder Di Moro. Bonjour à vous, vous êtes à Singapour. Nous allons vous voir à l'instant. Merci à vous deux. Je sais qu'à Singapour, il doit être le milieu de la nuit et ça doit être bien avant encore l'aurore blême. Et un économiste français, Philippe Martin, qui est le vice-président du Conseil d'analyse économique à Paris. Bonjour Philippe. Alors, Bonjour. nous vivons une crise un petit peu particulière. Ce qui s'est passé depuis 4 mois illustre l'illustration formidable de toutes les questions que l'on peut se poser à la fois sur le progrès, sur la science, sur les résultats que l'on peut attendre des découvertes et des recherches scientifiques. On a beaucoup attendu des traitements, maintenant des vaccins. Il y a eu des débats, y compris publics, sur les médicaments les plus compliqués pour les néophytes que nous sommes. Il y a même eu des sondages demandant en France aux Français ce qu'ils pensaient de tel ou tel médicament. Ce sont des cas évidemment très particuliers. La recherche, naturellement, est stratégique, elle est scientifique, elle est politique, mais y a-t-il une approche économique de ces questions? Que nous dit l'économie sur ces grandes questions, les batailles entre les continents, entre les nations et évidemment entre la recherche privée et publique? Ce sont toutes ces questions dont nous allons parler. La session, comme toutes les autres, va se dérouler de la manière suivante. L'économiste du cercle va prendre la parole, Philippe Martin. Chacun des intervenants aura 5 minutes. Puis nous aurons une discussion de plateau ensemble et nous répondrons aux questions qui arrivent sur la tablette qui est devant moi, qui émanent de vous, tous ceux qui nous regardez. Philippe, vous avez la parole. Merci Dominique. Juste pour commencer, je pensais mettre en perspective le sujet en allant sur le sujet des vaccins, parce que je pense que c'est un point assez crucial dans le lien entre recherche privée et puis les enjeux publics. Alors c'est un débat sur évidemment le vaccin face au Covid, et je suis assez surpris de l'absence justement de questionnement sur la meilleure manière d'accélérer le développement du vaccin, et c'est à la fois de la recherche mais aussi de la production du vaccin, puisque si je comprends bien, pour faire un vaccin, il y a beaucoup de recherche, mais il y a aussi tout un processus de production extrêmement coûteux et difficile. Et en tant qu'économiste, alors évidemment, il y a un enjeu sanitaire évident, je ne vais pas revenir là-dessus, mais il y a un enjeu aussi économique énorme, puisqu'il n'y aura pas de retour à la normale de la vie économique sans vaccin. On le voit assez facilement. Il y a eu des estimations que si on avançait d'un mois le fait de trouver le vaccin, on pourrait sauver 200 000 vies et potentiellement quelque chose comme 400 milliards de dollars. Donc c'est des enjeux absolument gigantesques. Même avancé d'une semaine ou d'un mois, le fait de trouver le vaccin est un enjeu primordial. Et donc je suis un petit peu surpris du fait que dans tous les plans de relance dont on parle, il n'y a pas énormément de choses sur cette question du vaccin. Et les économistes ont pas mal réfléchi à cette question, et on en parlait déjà au moment du sida, par exemple, sur le fait que si on laisse faire les forces de marché et les mécanismes de recherche des laboratoires privés, eh bien on va pas avoir suffisamment de ressources et on va pas mettre suffisamment d'argent pour trouver un vaccin, simplement parce que il y a des risques financiers gigantesques pour les laboratoires. C'est ce qui s'était passé d'ailleurs au moment du SARS. Il n'y avait pas eu suffisamment de recherche et ils n'avaient pas trouvé de vaccin, et en fait ils s'étaient rendu compte que c'était extrêmement coûteux, extrêmement risqué de faire ce type de recherche. Donc beaucoup d'économistes, et en particulier Michael Kremer, qui est prix Nobel d'économie, ont dit il y a un vide en ce moment, il n'y a
pas suffisamment d'argent public sur cette question. Et un des sujets, c'est évidemment le risque d'expropriation pour un certain nombre de laboratoires qui font des recherches. Et c'est une des raisons pour lesquelles on est inquiet sur le fait qu'il n'y a pas suffisamment de recherche sur le vaccin et aussi sur les processus de production. Alors il y a des propositions en particulier donc de Michael Kremer, mais aussi de Pierre-Yves Geoffard en France, sur le fait que la meilleure manière de trouver une solution à cet échec de marché, c'est de faire des propositions d'engagement d'achat par les gouvernements sur les brevets, et donc de mettre énormément d'argent. Ce qui se fait en fait, hein, Oui, ce qui a commencé à se faire. Hein. Il y a peu de coordination au niveau international, et les montants, apparemment, en tout cas c'est ce que disent un certain nombre d'économistes, ne sont pas suffisants par rapport aux enjeux. Et encore une fois, gagner simplement une semaine ou un mois sur le fait de trouver un vaccin, c'est un enjeu primordial. Donc voilà, je voulais juste mettre en perspective ce sujet et ça pose bien le lien aussi entre recherche privée, les incitations qu'on peut donner à la recherche privée et évidemment un enjeu public qui là est évidemment à son paroxysme. D'accord, donc effectivement, je retiens je n'avais pas en tête, peut-être qu'un certain nombre de téléspectateurs n'ont pas en tête le fait que si on gagne, c'est logique, mais vous l'avez chiffré, je connaissais pas ces chiffres, si on gagne une semaine, 2 semaines, 3 semaines sur la découverte d'un vaccin, évidemment, ça a des effets sanitaires, bien sûr, et économiques. Merci, on y reviendra dans la discussion. Alors, je vais passer la parole à Béatrice Weber-Di-Moreau, qui est à Singapour, et qui est une économiste suisse, italienne, qui a travaillé, alors un CV absolument considérable, qui a travaillé et enseigné partout, au FMI, à la Banque mondiale, première femme du Conseil allemand des experts économiques, membre de conseil d'administration, et qui aujourd'hui, vous êtes la présidente, la directrice du Center for Economic Policy Research, qui est évidemment le grand centre, le réseau européen de recherche. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que en réponse un petit peu à la question posée par Philippe Martin, est-ce que à la fois les réseaux de recherche et aussi les réseaux économiques, à la fois publics et privés, se mettent en situation financièrement, en termes d'organisation, d'avancer plus vite sur la découverte, par exemple, d'un vaccin, mais la question est naturellement plus large. Thank you very much for... Merci beaucoup pour m'accueillir à cette tribune. Comment est-ce que l'on peut avancer en termes de recherche le plus rapidement possible dans cette recherche? Donc, c'est évident que il y a une recherche. Et je suis désolé, j'ai ma voix en retour dans les casques. Je suis navré, dit l'interprète, j'ai ma voix en retour dans le casque. Je n'entends pas, madame. Donc, tout va dépendre d'où vient le vaccin, comment il va être distribué. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il y a cette dimension qui est importante. Maintenant, je voudrais apporter un élément complémentaire dans le sens que le Centre pour le... Je suis désolé, j'ai un problème, j'ai ma voix en écho qui couvre la voix de madame, je ne peux pas travailler. Il continue à y avoir un besoin pour de... Can the question be resolved? Donc les économistes doivent travailler ensemble pour apporter à la table l'expertise. Je suis désolé, j'ai mon retour dans le casque. Je suis absolument désolé. Il semble qu'il y a un problème technique. Est-ce qu'il y a un moyen de diffuser en anglais? Okay. Est-ce que quelqu'un de la technique peut manifester un signe de vie?
Nous sommes désolés, Béatrice. Il y a, et semble-t-il, un problème technique dans la traduction. Nous entendons le traducteur s'entend lui-même et ne vous entend pas, je crois. Quelque chose comme ça. Alors, je demande à la technique, est-ce que nous pouvons résoudre le problème ou nous allons demander peut-être, le temps qu'il soit résolu, à Étienne Klein de reprendre le flambeau, mais ce serait bien que la technique nous donne un signe de vie. Nous revenons vers vous, Béatrice, très très vite. Nous sommes absolument confus de ça. Étienne, je reviens vers vous. Est-ce que vous, vous intervenez très souvent sur les questions scientifiques, vous parlez beaucoup au public, notamment français, vous avez écrit une trentaine de livres, vous êtes évidemment très connu de toutes ces questions-là. Vous avez publié cette semaine un livre qui s'appelle Le goût du vrai, un petit livre de réflexion sur ce qui s'est passé pour le Covid. Quel est le ressenti d'un scientifique sur ce que nous avons vécu collectivement en matière d'attente de résultats sur les traitements et la recherche? Alors, merci de me donner la parole. Moi, je pense qu'on parle de la recherche comme si elle était une. En fait, il y a différentes sortes de recherche, et notamment la recherche pour trouver un vaccin lorsqu'un nouveau virus apparaît. Elle est cruciale, elle est urgente, elle a des effets économiques de premier ordre, et il s'agit alors de répondre aux défis que lance une crise, en l'occurrence sanitaire. Et tous les chercheurs, moi j'ai trouvé en tout cas que leur mobilisation a été exemplaire, ils ont échangé des données, ont travaillé ensemble beaucoup plus rapidement que d'habitude, sans compromettre la méthodologie scientifique. Et il y a une autre recherche qui, elle, est une recherche qui vise à répondre à des questions que se pose une communauté à propos de tel ou tel phénomène. On n'attend rien d'un point de vue économique des découvertes qui sont faites. Pensez au boson de Higgs découvert en 2012. C'était un questionnement très ancien de la part des physiciens. D'où vient la masse des particules élémentaires? Et au bout de 48 ans de recherche, on découvre une particule qui permet de comprendre ce mécanisme qui s'est déroulé dans l'univers primordial. Oui, vous dites en fait c'est la différence de temporalité Voilà. qui est incroyable entre l'attente du monde entier de quelque chose auquel ne peuvent pas répondre les scientifiques. Voilà, ils doivent faire des recherches parce que précisément ils n'ont pas les réponses correctes à apporter aux questions urgentes qu'on se pose, ce qui fait qu'en effet dans ces situations-là il y a un conflit de temporalité entre la temporalité de la recherche qui demande du temps par exemple pour voir si un traitement est efficace et s'il n'a pas fait d'effets secondaires nuisibles. Il faut une méthodologie, il faut comparer des populations, il faut faire des expériences en double aveugle ou bien faire des tests randomisés, c'est très long, mais le public est impatient. Et du coup, la prudence systémique du chercheur qui, lorsqu'il ne sait pas, dit « je ne sais pas », se trouve débordé par des gens qui en savent peut-être moins, mais sont moins prudents et vont dire des choses qui vont évoluer au cours du temps parce que les résultats arrivent, se contredisent parfois, et ça crée dans l'esprit du public une grande confusion avec l'idée que la recherche, c'est en fait une communauté de gens qui sont pas d'accord, qui se disputent, ce qui est vrai pendant certaines phases. Mais ce qui fait que la recherche est une science ou aboutit à une science, c'est qu'à la fin du processus, on parvient à faire parler un bout du réel et que les questions qu'on se posait et dont on n'avait pas les réponses sont provisoirement résolues. Et il me semble que au début de la crise, on a demandé à la recherche de se mettre sous la coupe de l'opinion. Oui. Avec l'idée que des sondages sont aussi fiables que le discours d'un chercheur, par exemple. Ou bien on donne la parole à certains chercheurs qui diraient certaines choses auxquelles il faudrait accorder plus de confiance. Et ça m'a semblé... ça aurait pu être très intéressant. Moi, au début, j'étais très content parce que je me disais enfin on va pouvoir en temps réel par l'opinion des questions scientifiques, mais le rapport de force est inversé. Voilà, on aurait pu en temps réel expliquer ce que c'est qu'une méthode, expliquer ce que c'est qu'un test en double aveugle par exemple, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique d'un point de vue statistique. Et en fait assez vite on a vu que cette méthodologie qu'on aurait pu adopter a été débordée par une cacophonie assez difficile à suivre. Il y a deux mots qu'on a envie de poser à ce moment-là dans la discussion, c'est la concurrence et la coopération. Qu'est-ce qui est le plus efficace et qu'est-ce qu'on a vu dans ce moment-là, dans ces 4 mois, et ça continue évidemment. On imagine bien que la concurrence entre les laboratoires, entre les États, entre les continents, États-Unis, Chine évidemment, et l'Europe un peu, sur les traitements et le vaccin, c'est j'allais dire profitable, c'est pas le bon mot, c'est efficace, mais la coopération est également demandée. Mais il faut les deux. C'est-à-dire, au CERN, on a inventé cette expression, la coopétition. Ah.
D'accord, c'est pour traduire le fait que la recherche, c'est pas une affaire de déclamation individuelle d'une personne qui dirait urbi et orbis qu'il faut penser de tel ou tel phénomène. C'est comme le dit Karl Popper, grand philosophe des sciences, la collaboration amicalement hostile des citoyens de la communauté du savoir. D'accord. Ça veut dire que tant qu'une question n'est pas tranchée, on doit discuter, s'opposer, échanger des arguments. Et à la fin, normalement, si la méthodologie est suivie, on finit par répondre à la question qu'on s'est posée. Ça peut prendre beaucoup de temps. Par exemple, entre l'idée d'atome des Grecs au 5e siècle avant Jésus-Christ et la découverte expérimentale de l'atome, il s'est passé 2 millénaires et demi. Est-ce que vous partagez ce que disait Philippe tout à l'heure, c'est-à-dire un petit doute sur les moyens pour la recherche, ont-ils été suffisants? Et c'est vrai que quand on compare les moyens mis sur la table pour protéger l'économie, ou plutôt la défendre, enfin défendre l'économie, ça parle en milliers de milliards d'euros, et les moyens pour la recherche scientifique, évidemment, c'est pas la même ampleur. Comment trouver le bon curseur? Moi, j'avais pas conscience avant d'entendre Philippe de ce critère économique qui s'applique à la recherche, à savoir que un vaccin, selon qu'on le trouve et on le met au point une semaine plus tôt ou une semaine plus tard, a des effets économiques aussi ravageurs. Maintenant, la méthodologie, elle a ses rythmes propres. On peut accélérer la méthodologie, mais on peut pas s'en passer. Autrement dit, je suis pas sûr qu'en mettant des fonds indéfiniment dans eux, ça va beaucoup accélérer le processus. Il y a quand même des passages obligés qui sont chronophages et que l'argent ne permet pas forcément d'accélérer. On va faire une nouvelle tentative, on va revenir à la discussion. Sophie, vous voulez poser une question? Une remarque. La question, c'est d'avoir beaucoup de laboratoires qui font la recherche sur le vaccin, parce que si on en met seulement 10 ou 100, ça change énormément, évidemment, la probabilité de trouver un vaccin. Donc c'est ça la question des ressources. J'ai l'impression que c'est le cas. Il y a énormément de laboratoires. Oui, mais il y a des inquiétudes sur le fait qu'ils mettent peut-être eux-mêmes pas suffisamment de ressources parce que les incitations sont pas là et que les risques financiers seront énormes pour eux. On va faire une nouvelle tentative avec Béatrice à Singapour. Béatrice Veder-Dimoro, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que la traduction fonctionne? Et est-ce qu'on peut reprendre le cours de votre intervention? Est-ce que le traducteur peut nous dire si ça fonctionne? Ou si nous pouvons entendre directement en anglais votre intervention? I can hear you perfectly without echoes. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais oui. Oui, nous vous entendons. Si vous me permettez, je vais continuer ma présentation. Mais je veux être certaine que vous m'entendez. Oui, je vous entends. OK. Excellent. Comme je vous le disais, il est crucial. Les points que nous devons discuter sont cruciaux en ce qui concerne le financement et l'importance stratégique de la recherche pour trouver ces vaccins le plus rapidement possible. Le point que je voulais mentionner, c'est que dans cette crise, nous voyons également que la recherche dans une dimension plus large et également la recherche des économies qui travaillent ensemble entre les économistes et les épidémiologistes et les professions médicales sont absolument cruciales pour concevoir des stratégies et comment traiter toutes ces approches. Mon expérience donc dans ce centre de recherche sur les politiques publiques, c'est un réseau de plus d'une centaine d'économistes, à savoir qu'il y a eu une grande réponse de la profession à cet appel que nous avons lancé. Mais je voudrais également indiquer des nombres. L'appel à la profession, c'est-à-dire mettons toute la puissance de ce réseau en route pour essayer de gagner cette bataille et faire en sorte que les décideurs politiques fassent la meilleure utilisation possible de notre connaissance de façon à, bien sûr, amoindrir, minimiser l'impact économique de cette crise. L'un des instruments que nous avons lancés dans ce centre de recherche économique, c'est un nouveau journal, une collecte de magazines et de journaux, et nous avons eu plus de 600 articles présentés
présentés, soumis en quelques mois et publiés. On en a publié plus de 300 et qui traitent des interactions entre les interventions médicales et les interventions économiques. Et donc, c'est véritablement impressionnant dans cette crise de voir à quel point les connaissances d'experts et des décideurs politiques sont tout à fait, apportent d'énormes différences. Avoir une question qui vous est posée, Béatrice, si vous voulez bien, de Philippe Martin. Non, l'expérience que j'ai eue au tout début de la crise, en termes de recherche économique, c'est qu'on essayait de se raccrocher à ce qu'on savait, c'est-à-dire la crise de 2008-2009, et très rapidement, il a fallu quand même se rendre compte que ça n'avait rien à voir. Donc la question que je voudrais poser, c'est à quel rythme, et c'est un peu en lien avec ce que vous disiez auparavant, c'est-à-dire le fait qu'il y a un écart de temps entre les questions qui nous sont posées, en particulier sur comment on répond à la crise économique et la vitesse de la recherche. Et je pense qu'on a besoin d'un petit peu de modestie du point de vue des chercheurs en économie, parce qu'il y a énormément de choses qu'on ne connaît pas, mais ça pose des problèmes, et j'aimerais avoir la réaction de Béatrice. Ça pose des questions parce que les décideurs veulent des réponses tout de suite sur qu'est-ce qu'on fait immédiatement face à cette crise d'un point de vue économique. Et il y a peut-être encore plus d'exigences en matière sanitaire qu'en matière économique. En matière économique, les gouvernants attendent que les économistes se mettent d'accord sur l'analyse et les réponses, mais ils donnent un certain délai qui peut être de 2-3 ans. On l'a vu en 2008-2009. En matière sanitaire, c'est en nombre de mois que l'attente est là. Est-ce que le système à la fois de recherche, les réseaux de recherche sont organisés pour aller vite? Est-ce qu'il est organisé au mieux dans le monde? Lorsqu'on en vient à la recherche économique, ma réponse serait oui. Si regarde les 600 articles de recherche qui ont été mentionnés, de nombreux ont été publiés. Il y a fondamentalement, c'est de la recherche en temps réel. Mais en économie, comme vous le savez, lorsqu'on n'a pas de données encore disponibles, on peut, même si on n'a pas les données, on peut modéliser. On peut essayer de modéliser les comportements à la fois des individus et des systèmes. Donc, si, je vais vous donner un exemple. L'une des hypothèses sous-jacentes dans cette crise épidémiologique et cette courbe expansionniste de la maladie, c'est que les gens, en fait, n'ajustent pas leur comportement nécessairement. En fait, il y a un taux d'infection où ils prennent en compte ce taux d'infection ou pas. Et donc, les économistes sont enclins habitués à réfléchir en termes de réponses comportementales et de mesures incentives. Mais ce qu'on observe très rapidement, et ceci a été intégré dans les modèles, c'est le fait que les gens, en fait, répondent, même si les gouvernements ne réglementent pas et même s'ils ne donnent le confinement, les gens ont un comportement responsable parce que les gens sont sur la défensive et ils vont volontairement, ils ont peur, donc ils vont, et même dans des pays où le confinement n'était pas aussi poussé que dans d'autres pays, nous avons vu néanmoins un déclin des activités économiques. On a observé des conséquences pour l'économie qui étaient beaucoup plus fort que ce à quoi on aurait pu s'attendre. Donc, c'est là où la recherche est basée sur des modèles, puis ensuite sur des recherches basées sur les données nous ont donné beaucoup d'informations. Et ceci nous a informé sur le type optimum de confinement. Est-ce qu'il est plus important de limiter la réunion de plein d'individus ou donc de définir de meilleurs instruments de recherche? Ça, ce sont des éléments que les économistes étudient. Et bien sûr, c'est tout, encore une fois. Et nous allons
et ceux-ci travaillent. Merci. Question à vous poser tout à l'heure, dans quelques minutes, sur les relations entre la recherche publique, les États et les laboratoires pharmaceutiques. On va passer la parole tout de suite à Paula Stéphane, qui est de l'Université de Géorgie aux États-Unis, qui est professeur d'économie, qui a travaillé au NBER, donc le National Bureau of Economic Research, et qui a été quelques années membre du comité scientifique ou éditorial de la revue Science. Je vous laisse la parole en vous posant peut-être une question pour démarrer, comment mieux structurer la recherche et comment définir peut-être ce qu'est un bien mondial. On a beaucoup évoqué ces derniers temps la nécessité que le vaccin qui sera trouvé soit un bien mondial. Que dit l'économie sur ces questions-là? Merci à vous. Eh bien, je pense qu'il est important de se rendre compte que de bien des façons, nous sommes rentrés dans cette crise avec un déficit de recherche en termes de recherche de base fondamentale. Depuis les 15 à 20 dernières années, je pense que les difficultés auxquelles font face les scientifiques ainsi que la manière dont est distribué les financements a donné lieu à une aversion de risque et donc on a moins de recherche fondamentale que ce qui est idéal. Et ça, c'est pour une variété de raisons. Et on le voit à la fois en termes de financement de la part européen et les organisations de financement américains. Donc, il y a une aversion au risque. Donc, je pense qu'il est très important en avançant de se rendre compte que l'on a besoin d'un portefeuille sur le type de recherche que l'on fait et ne pas se focaliser que sur les recherches avec des résultats à court terme. Et moi, je dirais que l'une des raisons pour lesquelles on se focalise autant là-dessus, c'est le rôle dans la manière dont on recrute et fait la promotion des scientifiques. Et comme je l'ai montré dans la recherche avec des co-auteurs, on trouve que des mesures bibliométriques donnent lieu à pénalisent les recherches risquées, du moins à court terme. Je pense qu'il est également important de se rendre compte que la collaboration joue un rôle primordial dans la recherche scientifique. Et l'une des choses qui me préoccupe avec le Covid, c'est que beaucoup de cette collaboration, alors que cela peut avoir lieu grâce aux visioconférences ou par mail, beaucoup bénéficient d'une proximité physique. Et nous avons donc une diminution de la mobilité des chercheurs qui va affecter la recherche. Il n'y a rien de mieux dans le monde de la recherche qu'une interaction en visu de face à face, surtout là où la connaissance tacite, qui est une connaissance qui est difficile à communiquer, et des articles écrits ou des journaux, et là où il faut utiliser des articles et des journaux en visioconférence. Donc, il est important que les scientifiques puissent se rapprocher dans ce sens. Je souhaiterais également dire que nous nous concentrons et nous sommes concentrés énormément sur la discussion sur combien on pouvait épargner si on découvrait un vaccin une semaine ou un mois ou plusieurs mois plus tôt. Et c'est très important d'y réfléchir, mais je pense qu'il est également important de se rendre compte que nous n'allons pas résoudre nos problèmes en découvrant le vaccin. Il va falloir trouver un moyen de le fabriquer et de le distribuer. Et c'est là où je pense que le gouvernement peut jouer un rôle majeur aujourd'hui avec la création d'une infrastructure et de préparer une chaîne d'approvisionnement afin d'être capable de produire différents vaccins. On a de multiples recherches sur de multiples vaccins en cours et le gouvernement va devoir faire ses paris. Et donc, afin que l'on ait en place une variété de plateformes pour produire ces vaccins. Et pour finir, je souhaiterais dire je pense qu'il serait très important pour le gouvernement ainsi que pour les chercheurs de continuer à réfléchir à comment nous allons convaincre le grand public de se faire vacciner au moment où le vaccin est prêt.
L'une des choses qui préoccupe les économistes et les épidémiologistes également, c'est l'aversion croissante à la vaccination. On aimerait penser que cette crise va changer l'état d'esprit des gens, mais ce n'est pas du tout évident. Et nous savons d'après la recherche qu'un certain pourcentage de la population devra être vaccinée afin que cela puisse fonctionner et afin que ce soit efficace et de faire disparaître le Covid de cette crise. Et la vaccination jouera un très grand rôle là. Donc, je m'arrête là. Merci beaucoup. Nous allons revenir avec une question, mais j'ai envie de demander à Étienne Klein immédiatement de rebondir sur ce point-là. Qu'est-ce qui peut expliquer que dans les pays occidentaux, et surtout en France, manifestement, il y ait cette défiance vis-à-vis de la recherche, des progrès scientifiques, et ça se manifeste par la vaccination. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, est-ce qu'il y a un moment charnière? C'est une question évidemment très vaste, mais vous vous souvenez qu'au début de l'épidémie, beaucoup de gens ont dit, mais si un jour on trouve un vaccin, alors tous ceux qui jusqu'alors contestaient la vaccination se feront vacciner. Ça sera une sorte de leçon, puisque l'effet de la vaccination, c'est de rendre les maladies dont elle protège invisibles. Et on croit qu'on est protégé par le fait que la maladie n'est plus visible. Or là, il y a une nouvelle maladie. Et donc un vaccin permettrait de réhabiliter l'idée même de la vaccination aux yeux du public. Et en fait, un sondage récent a montré que non. Il y a un certain nombre de personnes qui continuent de dire qu'elles ne se font pas vacciner. Et donc, ce qui est intéressant dans cette évolution, c'est comment se fait-il que le militantisme, pour telle ou telle cause, puisse se décorréler de la connaissance. Par exemple, on peut être pro ou anti-nucléaire sans rien savoir à la façon dont fonctionne une centrale nucléaire. On peut manifester pour le climat, enfin plutôt contre le changement climatique, sans rien savoir de l'effet de serre. Et c'est ça qui me paraît intéressant. Et on a basculé dans une période où l'opinion est plus importante que le fait. En tout cas, la croyance est plus prosélyte que la connaissance. Ouais. Et du coup, une des grandes questions à propos de la recherche, c'est comment ces résultats pourront-ils percoler dans l'opinion sans être détournés par de multiples biais cognitifs qui font que ce qui est compris est autre chose que ce qu'on a voulu expliquer. Et personnellement, ça remet en cause la façon que j'ai toujours pratiqué de faire de la vulgarisation. C'est-à-dire, je me suis toujours dit... La vulgarisation ne marche pas? Non, c'est une sorte d'échec. C'est-à-dire, moi, j'ai vulgarisé la physique et je m'étais toujours dit, si j'explique clairement, et non pas simplement, mais clairement ce que j'ai fait l'effort de comprendre, alors la qualité de l'explication fera que la transmission sera à peu près fidèle. Et en fait, on voit que non. C'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de biais cognitifs, comme je disais tout à l'heure, qui viennent, au cours de cette propagation, modifier le message transmis de sorte que l'efficacité globale, je ne sais pas si on est capable de la mesurer, en tout cas n'est pas très très bonne. Et je pense que... C'est très inquiétant pour les années qui viennent si on se dit que ce qui nous arrive aujourd'hui, 1, va durer et 2, peut se répliquer. Oui, parce que vous voyez que dans les mêmes canaux de communication circulent en même temps des connaissances, des croyances, des commentaires, des opinions, toutes sortes de choses qui ont des statuts cognitifs complètement différents. Mais le fait qu'ils circulent dans les mêmes canaux, par exemple dans les réseaux sociaux, fait que leurs statuts respectifs se contaminent. Par exemple, une connaissance sera interprétée comme une croyance d'une communauté particulière. Oui. Et puis une croyance sera interprétée comme quelque chose qui révèle une connaissance qu'on n'a pas prise au sérieux, etc., etc. Et ça crée une confusion générale. Et j'espère qu'on finira par en sortir parce que les choses pourraient se clarifier. Par exemple, les résultats de la recherche pourraient être suffisamment unanimes pour que la cacophonie à laquelle on a assisté finisse par cesser et qu'on adhère de façon plus collective à ce qui aurait été trouvé. Mais pour l'instant, je trouve que c'est encore très ambivalent. J'ai peut-être une question à poser à Paula Stephen sur les États-Unis. Est-ce que vous avez l'impression, en tout cas c'est l'impression qu'on a en Europe, qu'il y a une attitude vis-à-vis sur la peur du virus qui est très différente en Europe, où le confinement a été globalement assez suivi, en Italie, au Royaume, en France, en Espagne et dans une moindre mesure au Royaume-Uni, le syndrome de la peur a été efficace pour que les gens se confinent, se protègent. C'est moins le cas aux États-Unis. Qu'est-ce qui peut expliquer cela?
Well, Eh bien, je pense que la raison derrière les États-Unis, c'est qu'il y a un manque de leadership de la part du président ainsi que les gouverneurs qui font partie du même parti que lui. D'en faire plutôt une question politique qu'une question sanitaire et le fait de déclarer qu'un masque soit politiquement incorrect dans un sens et d'en faire que ce soit une question clivante aux États-Unis. Donc, je pense que l'échec des États-Unis face à la gestion de cette crise, et je dirais que l'on ne le gère pas de manière réussie actuellement. Je vis dans un État où il y a eu une croissance de l'épidémie depuis quelques semaines. Cela vient du leadership qui n'a pas respecté la recherche scientifique et qui l'a transformé en différents systèmes de croyances. Donc, je pense qu'au moins aux États-Unis, mais je pense que c'est également vrai de par le monde, actuellement, nous nous trouvons dans une position où le grand public a une perte de confiance. Aux États-Unis, c'est partiellement du fait du leadership en place qui n'a pas pris au sérieux la science, ne l'a jamais fait selon les termes du président Trump, mais je pense également que les scientifiques eux-mêmes y ont contribué. Je suis très préoccupée par le fait que le grand public a une perte de confiance dans les scientifiques. Et je pense que cela s'est exacerbé récemment puisqu'on voit les articles que l'on a empressé de publier sur certains types de traitements ou certaines bases de données qui ensuite, on découvre comme étant erroné et que l'on doit retirer. Donc, si à un moment donné, on en a besoin, il faut vraiment avoir une confiance robuste dans la science. J'espère que les États-Unis auront un leadership différent d'ici le mois de novembre, mais je pense que les scientifiques également doivent travailler sur le renforcement de la confiance auprès du grand public. Ça revient à la question de la vaccination. Je pense qu'à moins que le grand public ait vraiment une forte confiance dans la science et dans l'efficacité de ce vaccin, que cela sera aussi largement accepté que cela ne devrait l'être. Je pose maintenant une question à Béatrice Vedder Di Moro. À Singapour, est-ce que j'ai deux questions? La première, c'est vu d'Asie, vous résidez en Asie actuellement, comment les pays dits occidentaux sont regardés dans leur façon de gérer la crise? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un regard un peu stupéfait de se dire que les pays occidentaux n'ont pas été capables de régler ce problème avant qu'il se développe? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, elle est posée par quelqu'un qui est en train de vous regarder, qui s'appelle Timothée Robert Faye et qui pose cette question, je la lis. Le système de précommande mis en œuvre pour développer un vaccin ne renforce-t-il pas le pouvoir des laboratoires pharmaceutiques au détriment de celui des États? Voilà les deux questions que je vous pose. Concernant la question asiatique, de toute évidence, l'Asie a eu des expériences plus récentes de pandémie, particulièrement avec le SRAS. Donc, Singapour, Hong Kong, toutes ces régions ont bien sûr une mémoire récente de ces expériences et donc ils ont agi très rapidement avec les méthodes de traçage, de suivi et donc ensuite la Chine, et vous savez, comme vous savez, a pu contenir globalement le virus localement. Et encore une fois, c'est bien sûr, ils ont réagi assez rapidement quand il y a eu la deuxième crise à Pékin. Mais ici à Singapour, comme vous le savez, éventuellement dans la seconde vague du virus, et la réaction a été
a dû être beaucoup plus forte dans la deuxième vague, non seulement en termes d'isolement des gens, dans des groupes affectés qui, dans ce cas, c'était souvent des travailleurs migrants, ainsi que la population locale. Et donc, de ce point de vue, Singapour et d'autres pays qui ont observé ont adopté les méthodes européennes de façon plus étroite, de nos confinements notamment, plus étroite que ce qu'on aurait pu penser lorsqu'ils pensaient que le suivi et le traçage fonctionnaient dans certains endroits. Je pense que vu d'Asie et de moi, celle que j'ai de l'Europe, c'est que il y a eu une réaction très forte du leadership d'intérieur que dans de nombreux pays. En fait, les leaders ont été en mesure de renforcer leur position et leur stature politique et même leur confiance, la confiance des populations envers eux, parce que c'était des problèmes qu'ils n'avaient jamais traités auparavant dans de nombreux endroits. Avant, ils ont formé des groupes d'experts, qui étaient conduits par des scientifiques, ce qui n'était pas le cas pour l'ensemble des pays. Nous savons que dans certains pays, par exemple en Grande-Bretagne initialement, et la prise en compte de cette crise, la gestion des crises n'a pas été optimum, loin s'en faut, et certainement pas conduite par la science, mais globalement, et particulièrement maintenant, dans la seconde phase au niveau européen, au niveau de l'Union européenne, il y a eu une forte réponse des leadership et les leaders ont gagné en stature et en confiance du public. Non, un point que je voudrais faire concernant, vous avez posé une question sur est-ce que le système va être le système d'attribution des vaccins. Donc c'est une question qu'il faut se poser également. Qui va décider de ceci et comment cela va être distribué, des vaccins? Bon, écoutez, ça c'est crucial, c'est une question fondamentale. Si il y a des pénuries de vaccins, bien sûr, d'abord, il faudra que ça aille au personnel médical, au personnel concerné, puis ensuite, ce sera, on peut très bien supposer qu'il faudra trouver d'autres systèmes. Donc, à Paula Stéphane et à Béatrice à Singapour. Merci de vos éclairages et nous allons poursuivre et finir la discussion ici en plateau à Paris. Peut-être une question, Étienne Klein. Est-ce que le déficit de confiance dont vous parliez à l'instant dans la science, et on l'a vu sur les vaccins, est-ce qu'il touche également le secteur privé, les laboratoires pharmaceutiques? Est-ce qu'il y a une méfiance aussi forte qu'envers les États ou c'est la science d'une manière générale? Alors moi, je n'ai pas de moyen de répondre quantitativement à votre question, mais je pense que la confiance qui est en baisse, en effet, elle vient du fait que il y a une sorte de compétition dans nos sociétés entre deux courants de pensée qui normalement devraient s'annuler mutuellement, mais qui, par un effet assez pervers, se renforcent mutuellement. Le premier, c'est ce qu'on appelle le désir de véracité. Nos populations sont éduquées, informées, formées, et ne veulent pas être victimes de discours qui seraient tenus par des entités étatiques, institutionnelles, économiques ou autres, qui auraient intérêt à dire certaines choses plutôt que d'autres. Donc en gros, le désir de véracité, c'est le fait de ne pas vouloir être dupe. Donc on mène des enquêtes, etc., et ça peut aller jusqu'aux théories du complot si ce désir de véracité va un peu trop loin. Et la chose bizarre, c'est que ce désir de véracité, qui normalement devrait servir l'idée de vérité, c'est que la recherche en question devrait aboutir à l'identification, sinon de la vérité elle-même, du moins de contre-vérité. En fait, quand on tombe sur une vérité, eh bien, on lui dénie ce statut en posant la question, mais est-ce qu'elle n'est pas simplement relative, culturelle, éphémère, contextuelle, instrumentalisée? Est-ce que c'est pas la parole d'une communauté, etc. De sorte que le désir de véracité et le déni de vérité collaborent. Et ça fragilise, non pas la science elle-même, non pas la confiance dans la science, mais dans la parole des scientifiques. C'est ça. On se demande si ils ne disent pas ce qu'ils disent parce qu'un labo pharmaceutique les financerait par derrière, et de sorte qu'il y a une forme de suspicion généralisée
qui vient défaire l'idée qu'on pourrait finalement identifier des vérités démontrées. Et ça, c'est quelque chose qui touche sans doute la médecine, les laboratoires pharmaceutiques. Par exemple, si vous émettez un argument contre l'efficacité de telle ou telle molécule abondamment promue ces dernières semaines, on vous soupçonnera d'être un agent du Big Pharma. Vous ne Sans voulez argument. pas nommer le professeur j'ai oublié. Didier Raoult? Je l'ai oublié. Non, non, mais j'ai vu que depuis Non, le mais début, j'ai en vu, fait, j'ai- vous ne Non, voulez mais- pas donner son nom. Parce que c'est juste un exemple parmi d'autres, mais Ouais. Raoult, c'est l'anagramme de Latour. Donc c'est une forme aussi de relativisme, si vous voulez. D'accord, sociologique. c'est joli. Philippe Martin, on va conclure avec vous. Président du Conseil d'analyse économique, vous, comment est-ce que vous avez regardé la façon dont l'État a géré la recherche, le système de recherche? On a vu beaucoup d'essais dans tous les sens, avec finalement des conclusions qu'on a eu du mal à avoir. On a eu l'impression d'une sorte de confusion. L'envie absolue d'avoir des essais sur le territoire national, pas tellement européen finalement. L'essai de dimension européenne n'a pas abouti. On a vu des discussions entre Sanofi et l'État, le public exprimant un doute sur la capacité de l'État en France à obtenir en premier des vaccins. Sanofi, à un moment, c'était une erreur de communication plus que de fond, a indiqué qu'il privilégierait d'abord les États-Unis pour servir en vaccin. Quel est le regard de quelqu'un qui est à la fois dans l'État et économiste sur ces questions-là? Alors, je ne suis pas exactement dans l'État puisque je suis complètement indépendant vis-à-vis du gouvernement. Non, ce qui est vrai, c'est que il y a eu ces échecs sur la coopération qui se voulait organiser par les États sur un certain nombre de points, et donc en particulier sur ces essais. En revanche, j'ai eu l'impression que les chercheurs eux-mêmes ont énormément coopéré. Donc il y a à la fois de la concurrence et de la coopération, mais de ce point de vue, j'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu un échec. Il y a peut-être eu des échecs en termes de coopération européenne, ça c'est assez clair, mais j'ai pas l'impression qu'entre les chercheurs ça a été le cas. Je reviens juste un instant sur la question de confiance, parce que là on parlait de la méfiance vis-à-vis des experts. Il faut bien voir qu'en France, il y a une méfiance généralisée. Et entre guillemets, les experts scientifiques, vous avez presque le beau rôle relativement. C'est-à-dire que par rapport aux économistes, aux journalistes, quand vous regardez les sondages, les experts scientifiques sont encore ceux qui s'en sortent le moins mal. Et donc, certes, j'ai l'impression qu'il y a une diminution de la confiance envers le discours scientifique, et je pense que d'ailleurs, les journalistes aussi ont leur rôle à jouer de ce point de vue, de retrouver, d'avoir ce discours, cette bonne distance aussi, entre le grand public et les scientifiques. Moi, je trouve qu'il n'y a pas suffisamment, par exemple, d'émissions scientifiques dans les radios, à la télé. Je pense qu'on a besoin et c'est une manière de remettre Alors de ici, la à Radio confiance. France, il y en a beaucoup. Il y en a pas mal, c'est vrai, c'est vrai. Mais Voilà, je sur pense toutes qu'on... les antennes, que ce soit France Inter, France C'est Culture. bien, oui, des fois. Non, je pense clairement, on a un problème de confiance vis-à-vis du discours scientifique, mais je veux insister sur le fait qu'on a un problème encore pire vis-à-vis des économistes, par exemple. Et évidemment, cette question des conflits d'intérêts, qui est intéressante en soi, parce que c'est légitime de poser cette question des conflits d'intérêts. Elle est complètement légitime. Mais à la fin, ça devient une excuse pour ne rien écouter et pour dire toute parole se vaut. La suspicion Et donc, prévaut. Absolument, une suspicion généralisée. Et le problème, c'est que auparavant, je crois que les politiques, entre guillemets, donnaient une parole de sagesse, écoutaient les scientifiques, mais comme plus personne ne croit aux politiques non plus, cette parole s'est aussi dévalorisée. Et il suffit de voir ce qui se passe avec Trump. Donc du coup, on peut dire n'importe quoi. Et c'est cette dévalorisation de toute parole dans le débat public qui, moi, m'inquiète énormément sur ce qui va se passer ensuite. Donc nous avons un chantier collectif, à la fois colossal, économique, scientifique et journalistique. Et donc nous allons conclure sur cette note un peu pessimiste, mais qui appelle certainement un rebond et un peu d'espoir. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne soirée.